France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, vous qui nous rejoignez, vous qui êtes fidèles depuis un certain nombre d'années maintenant à l'écoute du Grand Forum, votre émission sur France Maghreb 2 tous les jours de 16h à 18h. Et je dois dire que c'est avec une certaine émotion que je débute cette émission qui est pour moi la dernière de la saison, pas la dernière tout court évidemment, avec une petite partie de l'équipe qui est ici présente, que je vais vous présenter dans un instant. Et je vais aussi, parce que j'ai eu ce dur choix à faire tout au long de cette saison, eh bien de vous écouter aussi au travers de vos avis tranchés. Et j'ai eu ce choix difficile, disais-je donc, d'essayer de sélectionner ce que j'ai pour moi appelé les meilleurs, les 4 avis tranchés que l'on va vous passer dans un instant sur France Maghreb 2. Alors, bien entendu, je vous présenterai l'équipe dans un instant. Pour l'heure, je vous propose de réécouter un avis tranché. C'est Nargis, une de nos chroniqueuses, qui d'ailleurs a excellemment bien réussi ses études. Elle a fait ses études notamment sur le octobre 88 en Algérie, et j'avais beaucoup aimé son retour après son voyage en Algérie. Elle était revenue aux alentours de décembre dernier. Et elle avait eu envie de faire un avis tranché quelques jours après la mobilisation, ce qu'on peut appeler la révolution du sourire en Algérie. Écoutez l'avis tranché de Nargis Daoufi qui fait partie des 4 meilleurs de la saison. Alors depuis les mobilisations qui ont débuté au mois de février, je ne peux m'empêcher de penser à ces discours que j'entendais chez les militants algériens que je rencontrais à l'automne 2018 et qui me disaient en substance: quand les Algériens bougeront, ce sera aux militants de porter et soutenir les mobilisations. Mais tant que la rue ne bouge pas, nous ne pouvons rien faire. Ces militants pour les libertés, pour une Algérie digne, qui n'ont jamais perdu espoir, voient aujourd'hui se réaliser l'une de leurs attentes les plus intenses. Les Algériens se sont réveillés, entend-on ici et là. Mais il serait plus juste de dire qu'ils ont dépassé la peur et la résignation qui les limitaient. Les Algériens n'étaient pas endormis. Ils se sentaient seulement démunis devant un État et une classe supérieure qui les écrase, qui les méprise, qui préfère honorer le monde plutôt que son peuple, plutôt que sa jeunesse, tellement dynamique et tiraillée. Un peuple ne se réveille pas du jour au lendemain. Tous les éléments étaient et ont toujours été là. Ceux qui sont étonnés de ne pas voir l'Algérie faire son printemps en 2011 n'ont en réalité pas compris l'Algérie, ni son peuple, ni son histoire. Parce que si l'on regarde l'histoire, l'Algérie avait déjà franchi un seuil majeur en 1988, mais une fois encore, la réponse du pouvoir est insatisfaisante et irréfléchie, avec l'instauration d'un multipartisme bancal et précipité, par l'organisation d'un processus électoral inégal et d'une société impréparée, brusquée dans son apprentissage de la liberté d'expression et surtout de la liberté de penser. En 88, nous avons forcé le multipartisme, mais la suite nous a échappé. La suite, c'est le drame, cette décennie noire, violence qui ne dit pas son nom, on la connaît mais on ne la comprend pas. Ce qui se passe aujourd'hui nous réjouit, de véritables frissons me parcourent à chaque manifestation, à chaque slogan, à chaque chant, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de la suite, car j'ai toujours l'impression que le danger rôde. Cette fois, certes, il n'y a pas d'émeute, pas de casse, peu de blessés, mais toutefois restons vigilants et apprenons à nous connaître encore mieux. Emballons-nous, nous y avons droit, mais regardons également notre histoire bien en face et inspirons-en nous. Et surtout, restons impitoyables face au pouvoir. Ne tombons pas dans le piège de fausses concessions de leur part, de ceux qui sont au pouvoir. D'ailleurs, nous-mêmes, Algériens, Algériennes, sommes surpris de la forme qu'ont pris ces mobilisations, pacifiques, joyeuses, souriantes, mais déterminées. Cela prouve bien à quel point l'Algérien et l'Algérienne sont imprévisibles et surprenants, braves. Oui. Accroche. Alors, ouais, voilà, pardon. Donc, cela prouve bien à quel point l'Algérien et l'Algérienne sont imprévisibles et surprenants, braves dans leur détermination et dignes, à l'inverse de ceux qui les gouvernent. Mais cela prouve bien également à quel point nous ne nous connaissons pas suffisamment, et notamment quand on est de la diaspora. À mon sens, les sciences humaines, sociales et politiques qui s'enrichissent aujourd'hui de plus en plus nous aideront à nous connaître mieux, mais ce terrain doit absolument être défriché. C'est comme ça que nous saurons définitivement expliquer pourquoi nous ne nous sommes pas réveillés, mais plutôt que nous nous sommes exprimés avec solidarité et amour-propre en 2019, pour nous et pour les générations à venir. À tous les Algériens de la diaspora et a fortiori les plus jeunes, ayons la curiosité et le goût de l'Algérie, car c'est également par nous que passera le changement là-bas. Nargis Daoufi donc pour cet avis tranché sur l'Algérie. On écoutera le prochain, donc 4e avis tranché, le meilleur que selon moi évidemment. C'est un classement que j'ai fait en toute objectivité, bien entendu, vous me connaissez. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je vais commencer par celle qui est la plus loin, c'est-à-dire au bord de la mer, au soleil. Faiza Ben Mohamed, comment ça va Faiza?
Ça va super, bonjour Christophe, bonjour à tous les chroniqueurs et chroniqueuses, j'imagine, qui sont dans le studio, je sais pas qui est là, mais salut à tous. Eh ben, tu vas le savoir tout de suite, en commençant par monsieur Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous ceux. Bonjour monsieur Abdeslam Itache, comment ça va? Bonjour Christophe, très bien, bonjour aux auditeurs, auditrices et aux chroniqueurs et chroniqueuses. Tu as une certaine pression mon cher Abdeslam parce que très aujourd'hui, grosse pression, j'ai pas dormi de la nuit. on va voir si tu vas rester. Alors tu sais que Faiza, tu ne le vois pas, mais il y a une coupe, une véritable grande coupe qui est là, elle est à côté de moi. Et on va la remettre au grand gagnant de la saison évidemment, et cette coupe sera amenée à tourner la saison prochaine selon évidemment des classements qu'on va suivre au plus près. Monsieur Nadir Kaya, comment il va monsieur Nadir Kaya? Bonjour Christophe, bonjour à tous, ça va? Tu sais que Faiza me réclame Nadir Kaya toutes les semaines hein. Ah oui, parce qu'on avait pris l'habitude de faire certaines émissions ensemble, c'est vrai. Bah oui, voilà. Je passe un grand bonjour. Eh ben elle t'écoute, voilà. Je vous entends. Voilà. Alors, également, monsieur Gamal Abina. Il est où, monsieur Gamal Abina? Viens ici, monsieur Gamal Abina. En plus, c'est un jour un peu particulier pour notre ami Gamal Abina. On ne donnera évidemment pas son âge, mais bon anniversaire, mon cher Gamal. Ce 31 juillet. C'est gentil, merci. Mon âge? Non, J'ai dépassé le demi-siècle. Ouais, c'est ça. Bonjour Gamal, bienvenue à toi. Merci. Et puis, alors, Audrey Pronosti également qui est là. Bonjour Audrey. Ouais, bonjour Christophe, bonjour à tout le monde, voilà. Alors Faiza, sois attentive, et d'ailleurs tous les chroniqueuses, auditeurs, chroniqueurs qui sont là, mais aussi ceux qui ne sont pas là et qui peut-être à l'écoute de la radio, soyez attentifs parce que Audrey Pronosti nous a fait une présentation de l'équipe. Elle vous a tous ou plus ou moins nommés. Vous allez voir, vous allez en prendre plein votre... bon voilà, tout à l'heure. On n'en dit pas plus évidemment. J'espère que t'as bien tartiné Faiza. Ah, alors là, je me suis fait un malin plaisir, je l'ai cartonné. Mais c'est quoi le problème avec moi là aujourd'hui? Non, rien du tout, c'est parce que t'es loin. Voilà. Voilà, on en profite. Exactement. Céline Bory, comment ça va Céline? Celle qui va passer les vacances à Marseille. Ça va très bien, je reviens tout juste. Ouais. Bonjour à tous. T'es revenue vivante, c'est l'essentiel. Ouais, non, très bien, mais il fait froid là à Paris en fait. Je suis revenue hier soir et je m'aperçois que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, comment est-ce que tu peux m'expliquer comment on peut envisager d'aller passer les vacances à Marseille? Non, mais je pense que tu pourras jamais comprendre, Christophe. C'est ça. Moi non plus. Mais moi j'aime beaucoup Marseille, voilà. Oui, ça n'empêche pas, mais aller passer des vacances à Marseille. Il faudra amener Christophe à la Pointe Rouge. Oui. Je t'amènerai au Goutte, Christophe. Voilà. Au Goutte et à la plage des Corbières. Bon, très bien. J'ai oublié personne là. Tout va bien. Bon, très bien. Alors, on va quand même ne pas perdre des bons réflexes de cette émission avant que ça parte. Vous avez oublié les absents, quoi. Les enfants? Il y a qui comme enfant? Les absents, les absents. Ah, les absents, mais oui, mais les absents ont toujours tort. Vous connaissez? Ils écoutent la radio, les absents. Les absents ont donc qu'à se manifester en nous appelant au 01 40 33 9000, évidemment. Je salue tous ceux qui nous écoutent, mais par peur d'oublier quelqu'un, je préfère ne nommer personne. Alors, on va pas perdre les bonnes habitudes de cette émission dans un premier temps avant que ça parte complètement en live à la fin de cette émission. Bon, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Il y a le meilleur qui arrive, le meilleur parce que tous les autres c'était déjà là. Ah, monsieur Ventilagate. Ouais. Ventilagate. Bonjour monsieur Philippe Boriaki. Bienvenue Philippe. Ouais. Ça va? Ouais, très bien. Bon, c'est bien. Installez-vous. Bon, alors, on va essayer de mettre un peu de discipline dans ce gros bazar parce que c'est la dernière. Je voulais vous parler de Steve qu'on a retrouvé évidemment, qui a été repêché dans la Loire. La question de aujourd'hui, donc le corps de Steve Mayakaniso a été repêché dans la Loire, comme vous le savez. Pour autant, le rapport de l'IGPN rendu public le jour de l'autopsie du jeune homme dédouane la police. Christophe Castaner doit-il démissionner? C'est la question que l'on vous pose. Elle est toute franche, voilà. Et on va y répondre dans un instant. Mais juste auparavant, je voulais vous faire écouter l'intervention du Premier ministre Édouard Philippe hier à l'Assemblée nationale. L'autorité judiciaire a confirmé l'identification du corps retrouvé hier soir dans la Loire. Le décès de M. Steve Mayakaniso est un drame qui nous touche tous. Je voudrais exprimer mon émotion, celle du gouvernement, et adresser aux parents de ce jeune homme mes plus sincères condoléances. Je sais que les mots sont peu de choses quand on perd son enfant, mais je souhaite les rencontrer prochainement avec le ministre de l'Intérieur pour leur témoigner de notre soutien et de notre volonté de transparence totale. Nous allons dès aujourd'hui rendre public le rapport de l'inspection générale de la police nationale que le ministre de l'Intérieur avait demandé dès le 24 juin dernier. Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, je cite, « Il ne peut être établi de lien
entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso. Ce rapport met en évidence des difficultés liées à l'intervention, consécutives à des jets de projectiles en direction des policiers, et mené dans un rapport de force défavorable qui a conduit à l'emploi de moyens lacrymogènes. Il met également en évidence des interrogations sur la préparation de cet événement. À l'issue du travail de l'inspection générale de la police nationale, des questions restent donc posées. Par exemple, dans quelles conditions des sound systems ont-ils pu être installés sur certaines parties des quais de la Loire, ne disposant ni de garde-corps, ni de barriérage? Compte tenu de la proximité immédiate de la Loire et du risque de chute dans le fleuve, les mesures préventives étaient-elles adaptées et proportionnées? Les autorités de police présentes sur les lieux au moment des événements et chargées de leur gestion disposaient-elles d'une conduite à tenir suffisamment claire face aux éventuels troubles à l'ordre public? Les conditions de remontée de l'information auprès des différentes autorités leur ont-elles apporté les informations nécessaires et permis de prendre les décisions appropriées? En d'autres termes, plus de 5 semaines après les faits, le déroulement de cette soirée, l'enchaînement des faits, reste confus. Je ne peux évidemment pas m'en satisfaire. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir aujourd'hui l'inspection générale de l'administration pour aller plus loin et comprendre les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics, mairies et préfectures, ainsi que par les organisateurs privés. Les conclusions de l'inspection générale de l'administration sont attendues sous 1 mois. Elles seront naturellement mises à la disposition de l'autorité judiciaire, laquelle a ouvert une information pour homicide involontaire. Elles seront également rendues publiques. Je le dis aux parents de M. Maya Canisso, comme je le dis à tous les Français, l'engagement du gouvernement, celui du ministre de l'Intérieur, mon engagement personnel, c'est de faire toute la lumière sur les causes de ce drame et d'en tirer toutes les conséquences. Édouard Philippe, le Premier ministre qui s'est donc exprimé hier. Première question, Faiza, est-ce qu'on peut parler d'une affaire d'État? Oui, je crois qu'on peut parler d'une affaire d'État. On doit même parler d'une affaire d'État. C'est une affaire qui s'inscrit après un certain nombre d'autres affaires, notamment celle de la mort de Zineb Redouane à Marseille début décembre en marge d'un rassemblement des Gilets jaunes. La réaction d'Édouard Philippe, il faut rappeler que le rapport de l'IGPN, en fait, il a été publié le 16 juillet dernier. C'est-à-dire que le gouvernement a choisi hier, le jour où on arrive à identifier formellement que c'est bien le corps de Steve qui a été retrouvé dans la Loire, le gouvernement choisit de communiquer ce jour-là, alors qu'il est déjà en possession des conclusions de l'IGPN depuis presque 15 jours. Le timing est hyper mal choisi, c'est un timing clairement opportuniste parce qu'il vise à dédouaner non seulement le soldat Castaner, mais l'intervention de police. Et ce qui est dit un petit peu là dans ce qu'on vient d'entendre, c'est clairement on lave les mains du gouvernement, mais on est en train de probablement on va aboutir vers une mise en cause des services de préfecture parce que il explique que voilà pourquoi est-ce que les sound systems ont été autorisés à être disposés aussi près de la Loire, pourquoi est-ce que le dispositif de sécurité en amont n'a pas été suffisamment conséquent, blablabla. En fait, tout simplement, c'est du blabla. Édouard Philippe, je pense qu'il veut simplement sauver son soldat Castaner, et c'est d'ailleurs l'objet aussi d'une conférence de presse qu'il a menée ce matin en marge d'un déplacement dans l'Essonne, où il expliquait que Christophe Castaner avait toute la confiance du gouvernement, qu'en aucun cas il était mis en difficulté et qu'il n'était pas question d'accuser ou de dédouaner qui que ce soit de manière gratuite. Après, il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte dans le cadre de la mort de Steve. J'espère qu'elle sera menée en toute indépendance, mais après, permettez-moi d'émettre un certain nombre de doutes quand on voit la manière avec laquelle certains procureurs mènent de manière partiale leurs investigations.
Nadir Kaya, est-ce qu'il faut que Castaner démissionne? Parce que ça commence à faire beaucoup quand même pour lui, plusieurs affaires à son actif. Celle-ci est quand même une affaire terrible. On rappelle juste le contexte, c'était le 21 juin à Nantes, fête de la musique sur les quais de la Loire. Ça avait déjà eu lieu, la même scène d'ailleurs en 2017, d'ailleurs par le même commissaire qui à cette époque avait choisi de ne pas justement agir de la sorte. Là ils ont fait le choix de disperser dans la violence visiblement, d'après ce que l'on en sait, d'où 14 jeunes qui ont sauté dans la Loire pour échapper au gaz lacrymo et à ce qui pourrait apparaître, et j'aime bien employer le conditionnel parce qu'on n'a pas tous les éléments, on va pas faire aux autres ce qu'on on va pas faire ici ce qu'on reproche aux autres, c'est-à-dire de supputer. Aux éléments que nous avons, c'est effectivement ces 14 jeunes qui sautent dans la Loire pour échapper à la police, à cette répression disproportionnée au vu de ce qui se passe aux alentours de 4 heures du matin le 22 juin. 14 jeunes qui sautent, il y en a un qui ne remontera pas, c'est Steve, parce que lui ne sait pas nager. Il a été retrouvé lundi soir, repêché et autopsié hier matin. À propos évidemment du timing du rapport de l'IGPN, c'est vraiment catastrophique parce que effectivement, comme le dit Faiza, il était disponible et au vu du gouvernement depuis le 16 juillet dernier. Ça commence à faire beaucoup. À sortir ce rapport, ce fameux rapport, le jour de l'autopsie de Steve, c'est quand même un timing extrêmement mal choisi. Castaner doit-il partir, Nadir? Comment te répondre par rapport à cette histoire, sachant que c'est pas encore réglé dans le sens où on n'a pas tous les éléments. L'IGPN, moi je ne fais pas confiance à cette instance, parce que c'est simplement des policiers qui enquêtent sur deux policiers, et pour être responsable associatif dans les quartiers et connaître un peu l'historique de la police ou de certains policiers et gendarmes face à certains jeunes de nos quartiers, j'ai aucune confiance en leur rapport. À partir de là, je pense qu'il faudrait une enquête qui soit réellement indépendante et structurée et sérieuse, qui soit prise en considération. Mais par rapport à Castaner et sa démission, je pense qu'il aurait dû démissionner déjà depuis certains événements, notamment avec les Gilets jaunes. Quand on éborgne comme ça des dizaines et qu'on blesse des centaines de Français qui n'aspirent qu'à vivre mieux, et quand on voit la réaction disproportionnée, même si certains manifestants, bien évidemment, qui étaient très violents, il fallait répondre aussi par la violence, mais la plupart des gens qui ont été violentés de façon assez extrême par la police, eux, n'avaient pas, il n'y avait pas motif. Donc je pense que Castaner déjà aurait dû démissionner. Et maintenant, vu qu'il est soutenu par Macron, parce que si aujourd'hui Macron prend la décision de le virer, sachant que c'est un pilier de son équipe, il a été là dès le départ. On sait que c'est un gouvernement qui n'a pas réellement d'ancrage avec un vrai parti politique, mais plutôt un regroupement de personnes qui ont eu intérêt à le soutenir à l'époque. Donc aujourd'hui, la démission, je pense pas qu'elle soit propice à cette affaire. Il faut attendre, comme je te dis, une enquête vraiment indépendante. Mais si on parle de démission, il aurait dû démissionner depuis déjà très longtemps. Abdeslamitash, Christophe Castaner. Alors, tout d'abord, je voulais présenter mes hommages à la famille de Steve. Ensuite, sur la déclaration du Premier ministre, on voit bien Castaner et le Premier ministre Édouard Philippe avec le visage fermé. Et ils mesurent toute la gravité et ils sentent que ça va leur péter à la gueule. Alors, à ta question, si c'est une affaire d'État, moi je répondrais oui. Et ils savent très bien que là, ils jouent très gros. Ensuite, Faiza disait que le Premier ministre cherchait à sauver le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il cherche surtout à sauver son gouvernement, puisqu'on a De Rugy qui démissionne depuis peu, et en fait aujourd'hui c'est vrai que ça tombe plutôt mal cette affaire. Et il y a de l'élan, donc il peut très bien partir et très rapidement. Alors oui, c'est une affaire d'État, et à ce propos, en décortiquant un petit peu les propos du Premier ministre, il botte un petit peu en touche. Il parle de saisir l'inspection générale de l'administration. Alors, l'IGA, en fait, vérifie toute la bonne conformité de tous les événements, les autorisations préfectorales, si en effet il y avait bien les extincteurs aux bonnes places et lieux, si les extincteurs correspondaient, s'ils n'avaient pas été percutés. Il vérifie tout, alors tout, jusqu'aux garde-corps. Il aborde les garde-corps. Donc en fait, il envoie la patate chaude à la maire de la commune en disant oui, il n'y a pas de garde-corps. Mais pardon, mais si pendant des années il ne s'est jamais rien passé, qu'il n'y a eu aucune gravité, c'est une façon. Il n'y avait pas de barriérage aussi. Oui, peu courageuse de justement de rendre la responsabilité à la maire.
Ouais. Donc oui, on voit bien là qu'il y a une volonté de se défausser. Ensuite, sur l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, oui, en effet, ce sont bien des policiers qui enquêtent sur certains policiers. Et là, je pense qu'il y a nécessité à réformer. Ensuite, sur le fait que Castaner doive démissionner ou pas. S'il doit démissionner, c'est aussi et surtout parce qu'il n'a pas eu la capacité à réformer cette police nationale qui ne sait pas faire autrement que de gazer, d'éborgner et d'arracher des mains. Donc oui, il a complètement échoué sur son mandat. Audrey, pronostic, Castaner doit-il partir ? Clairement, je pense que oui, parce que quand on voit son bilan, je vais ne faire que ne me répéter par rapport à ce que vient de dire Abdessalem, Nadir ainsi que Faiza. Maintenant, le problème, c'est que vu le contexte, le gouvernement n'a aucun intérêt à ce qu'il démissionne. Maintenant, les Français ne sont pas dupes entre la réalité, ce qui se passe en coulisses et ce qui doit être fait. Mais clairement, les Français, enfin, je veux dire, ils n'attendent que ça. Mais bien sûr qu'il doit démissionner, mais il ne démissionnera pas. Ah, pour toi, il ne démissionnera pas. Moi, je pense qu'il ne démissionnera pas parce que s'il avait fallu qu'il démissionne, il l'aurait fait, en tout cas bien avant, vu les précédents justement, en tout cas, ce qui s'est passé pendant la période des Gilets jaunes. Ouais. Bon, il avait vraiment pas de quoi être fier, donc il aurait dû déjà démissionner. Donc il a des appuis et franchement, quand on écoute le Premier ministre, enfin, je veux dire, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Bon, voilà. On écoutera Céline dans un instant, ainsi que Tarek et probablement Gamal et Philippe dans un instant donner leur avis. Vous continuez de voter. D'ailleurs, vous êtes en majorité à dire oui. J'ai pas regardé les derniers résultats, que ce soit sur Twitter ou Facebook, mais les dernières fois que j'ai regardé en début d'après-midi, vous étiez favorable, en tout cas en grande majorité, à dire oui, il doit démissionner, il doit partir, Christophe Castaner, parce qu'il a échoué. Et sur cette affaire qui a pas fini de faire du bruit, dans un instant, l'affaire de Steve que nous évoquons aujourd'hui. Je rappelle que c'est la dernière du LGF. Dans un instant, vous découvrirez l'avis tranché numéro 3, le troisième meilleur avis tranché de la saison. Et je peux juste vous dire qu'il s'agit de Mehdi Chebaiki. C'est un avis tranché qui a été écrit et fait pendant le mois béni du Ramadan. J'avais beaucoup aimé cet avis tranché qu'on écoutera. Le numéro 1, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une femme. Incontestablement, je pense que tout le monde est d'accord. Ouais. Vous verrez de qui il s'agit tout à l'heure. Sans oublier Audrey Pronostic qui va vous faire une présentation bien à elle de toute l'équipe du LGF. Ça sera aux alentours de 17h40. Et le grand quiz du LGF à suivre tout à l'heure pour voir si Abdesselemistache repartira avec la coupe ou pas. Le grand vainqueur de ce quiz du LGF qui a certes été lancé un petit peu tardivement dans cette saison, mais qui s'est bel et bien installé, et donc incontestablement il reviendra en force la saison prochaine. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF pour la dernière, il y a du monde dans les studios sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va continuer évidemment de recueillir les avis de la team du LGF qui sont là évidemment aujourd'hui pour parler de Steve. Aujourd'hui avec cette question, Christophe Castaner doit-il démissionner? Mais évidemment, j'ai sélectionné 4 avis tranchés que j'ai choisi de vous faire réécouter. Le quatrième, c'était Dargis que vous avez écouté tout à l'heure. C'était quelques jours après leur révolution algérienne. Là, je propose d'en écouter un qui a été fait pendant le mois béni du Ramadan. Et Mehdi Chebaiki, notre chroniqueur de Lyon, dénonçait un petit peu le mauvais comportement qu'on peut avoir durant le mois sacré du Ramadan. L'occasion de réécouter Mehdi Chebaiki. C'est quoi tout ce Ramadan? Parlons-en, tiens, du Ramadan. Il est beau ce mois, tiens. Ah, ça pourrait être beau, il est beau pour les commerçants, pour les grandes surfaces. Certainement pas pour les habitants des quartiers populaires, ni pour les riverains des mosquées, et encore moins pour les RH de certaines entreprises. Les quartiers populaires, soit dit en passant, joli mot pour ne pas dire ethniquement différents. Ces quartiers populaires peuplés de gens prétendument musulmans, mais pas que, deviennent en cette période des lieux de vie nocturne où l'on discute, ou plutôt où l'on crie, où l'on se prend à rejouer la Ligue des Champions jusqu'à 2h du matin. Mieux encore, les soirs de Ramadan, ces quartiers se transforment en pistes bitumées pour motocross lors de démonstrations ridicules de wheeling entre les tours, histoire que le son du moteur résonne encore plus fort. Ramadan sur le macadam, comme un titre de mauvaise série B. Mais cette série B, c'est notre réalité. Bref, voilà comment on empêche des milliers de personnes de dormir sous couvert d'obligations divines. Un beau mois de spiritualité. Maintenant, parlons du Ramadan dans les mosquées, ou plutôt du Ramadan devant les mosquées. Ah, les mosquées de France, ces lieux si sereins, si empreints de calme les soirs de mois sacrés,
Non, je plaisante. Pendant le Ramadan, ces lieux deviennent l'objet d'une course à l'échalote où l'on s'y presse pour effectuer la prière de Tarawih. Une prière qui semble si importante qu'elle passe même avant la tranquillité des voisins de la mosquée. Une prière si importante qu'elle permet aux musulmans de se garer sur les trottoirs, sur les places handicapées, voire carrément devant le portail des habitations, car c'est bien connu, les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à leur sortie de garage pendant Tarawih. De plus, il est certain que les riverains adorent le son de ces moteurs qui tournent, pendant que les fidèles polémiquent sur la beauté de la voix de l'imam, ou sur le sujet primordial qu'est l'état d'avancement de la lecture du Saint-Coran. Un beau mois de fraternité. Allez, un petit dernier pour la route. Parlons d'un cas fort heureusement ultra minoritaire, mais particulièrement révélateur. Les musulmanteurs du Ramadan. Ceux qui vont chez leur médecin en pleurant de douleur et en ressortent en sautillant de joie. Joie d'avoir obtenu le sésame ultime. Le précieux arrêt maladie du Ramadan. Celui grâce auquel le musulmanteur pourra vaquer à sa fainéantise en se levant à 14h, aller déranger les riverains devant la mosquée le soir et s'empiffrer jusqu'à la dernière minute, le tout payé par le travail des autres. Et agib. Et puis tant pis si ses collègues devront travailler plus pour gagner moins. L'important, c'est qu'il passe son Ramadan au KLM. Mashallah les frères, ils ont tout compris. Ce Ramadan est, disons-le clairement, une machine à créer du racisme et se trouve à l'opposé complète des valeurs du mois de jeûne. Non content d'avoir face à nous des médias qui s'attaquent à tout ce qui a trait à l'islam, nous avons à nos côtés des co-religionnaires qui entreprennent un travail de sape de notre image encore plus grave. Heureusement que nos frères et sœurs, dans leur immense majorité, font en sorte de ne pas imposer leur choix de vie aux autres, en faisant preuve de contrôle, en faisant preuve d'amabilité pendant ce mois, en évitant de gêner leurs voisins, en organisant partout en France qui des soupes populaires pour les plus démunis, qui des aides au logement, en se réunissant dans les mosquées ou dans les maisons pour évoquer Dieu et son messager dans le calme, la sérénité nécessaire à ces activités. Ce mois béni est une épreuve pour les musulmans, mais parfois c'est aussi une épreuve pour nos concitoyens non musulmans. Alors je n'aurai qu'une seule requête auprès de ceux qui prennent ce mois sacré pour le défouloir nocturne de leur privation diurne. Si vous respectez un tant soit peu ce en quoi vous dites croire, arrêtez tout ce Ramadan et accomplissez le jeûne du mois de Ramadan. Magnifique, Mehdi Chebaiki, hein, voilà, il mérite. Ah ouais. Bravo Mehdi. Ça méritait bien, en tout cas, cette 3e place dans ce classement. Le classement, en toute objectivité, bien sûr. Je rappelle la question, à laquelle n'a pas répondu un certain nombre de personnes dans cette équipe. Le corps de Steve Maya Canisso a été repêché, vous le savez, dans la Loire, lundi soir. Pour autant, le rapport de l'IGPN rendu public le jour de l'autopsie du jeune homme des douanes, la police, Christophe Castaner, doit-il démissionner, Céline Bourri? Moi, je rejoins sur ce qu'a dit Nadir. S'il avait dû démissionner, il l'aurait fait avant, puisqu'effectivement... Cette affaire de la mort de Steve est une affaire d'État, mais on a eu au préalable au mois de décembre l'affaire de Zineb Redouane. On a eu les déclarations et les mensonges que Christophe Castaner a déclaré quand certains manifestants sont rentrés dans l'hôpital de la Salpêtrière. Donc des casseroles, il en a déjà pas mal. Il n'est pas parti, donc une de plus. Enfin, s'il avait dû partir, il l'aurait fait avant, à mon avis. Tarek Mami, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui effectivement n'en est pas à son premier coup d'essai. Doit-il démissionner maintenant? Est-ce l'affaire de trop? Démissionne, ne démissionne pas. Pour démissionner en France, on a une spécialité. Dès qu'il y a pas uniquement à mort, dès qu'il y a un dérapage, il y a toujours l'opposition qui monte au créneau pour demander la démission. Combien même, quand cette opposition était une majorité, a eu des choses beaucoup plus graves. Mais reste qu'il n'y a jamais plus grave que la mort d'un homme. Oui. Et donc, quand il y a la mort d'un homme, c'est au ministre en conscience de prendre sa décision, qu'il n'attende pas que l'opposition à la majorité ou le président de la République lui demande de démissionner ou pas. Il faut qu'on soit d'équerre. Quand on se voit le matin, comme disait Sarko, quand on se rase, on dit, est-ce qu'aujourd'hui j'y suis encore à mon poste? Il y a un jeune qui est mort. Chevènement a démissionné sans avoir été poussé. Ah oui, non mais c'est pour ça que je dis à chacun. Deuxième chose, quand on dit Castaner, on dit Benalla. On a oublié Benalla depuis un an. Castaner, Benalla, ce sont parmi les premiers fidèles du président Macron. Et on sait que ce président Macron a ce tort de lier ses relations affectueuses personnelles avec son rôle de l'État.
Et donc, pour moi, aujourd'hui, Castaner devrait démissionner, mais dès l'affaire Zineb et d'autres affaires. Aujourd'hui, il ne démissionnera pas, et il ne démissionnera ni demain ni après-demain, parce que aujourd'hui on va rentrer dans la bataille des municipales, et que le président Macron va compter les gens sur lesquels il va compter pour donner les coups dans tous les sens. Et on se posera la question, est-ce que la vie d'un homme, ce jeune Steve, mérite la démission ou pas? La réponse en éthique, c'est oui. La réponse en politique, c'est non. Gamal Abina, est-ce que Castaner doit démissionner et doit partir au vu de ce qui s'est passé avec l'affaire Steve? Comme beaucoup aiment à le dire, cela ressemble à une affaire d'État. Bon, c'est mon anniversaire, je vais faire un mauvais jeu de mots, vous me permettez. J'ai envie de dire Castaner parce que franchement c'est catastrophique cette gestion de l'État. Parce que c'est pas la première fois qu'il se fait prendre la main dans le sac, parce que malheureusement on confond pouvoir répressif d'une dictature avec gestion de la police d'une démocratie. Et en substance, pour le coup, on n'interroge jamais les forces de police. C'est vraiment un vrai dictature problème. Tu peux pas un peu nuancer tes propos? Je peux le nuancer, mais le propos que je veux dire par là, c'est que quand on est en démocratie, la police, c'est pas des saints, il y a aussi des véreux dedans, il faut interroger le système, il faut se poser des questions de savoir pourquoi. La police reçoit des ordres, je rappelle. Alors, mais pas seulement, il y a aussi des écarts. Il y a aussi l'homme, le policier qui se suicide, le policier qui tue sa femme avec un flingue, on le dit pas, le policier qui peut déraper, le policier qui peut être raciste, les bavures. Je veux dire, aujourd'hui, on découvre que la police peut être violente à l'endroit de la population dite européenne de souche, pour faire du le pénisme. On le découvre aujourd'hui, mais en vérité, moi je le découvre pas, parce que dans les années 80, avant qu'on soit trop nombreux en tant que noirs et arabes, les policiers régulièrement pratiquaient des bavures. Alors je dis pas tous les policiers, bien évidemment. Des policiers. Des policiers de nuit en particulier. Moi, j'en veux beaucoup à la police de nuit parce que eux, ils savent que les procureurs sont au dodo, ils savent que les juges et les avocats sont pas réveillés, et ils se lâchent un petit peu. Et j'ai eu affaire, malheureusement, à ce genre de situation à titre personnel. Je vous cache pas que quand vous les avez en face de vous, c'est des cow-boys. Et ceux-là, ils sont particulièrement violents et oublient la déontologie d'un policier qui est là, je le rappelle tout de même, pour protéger la population et appliquer la loi, et non pas s'écarter de ses principes. C'est en ça que je dis que le premier policier de France, en l'occurrence, Monsieur Castaner, devrait peut-être revoir sa copie et montrer des signes sérieux d'équilibre en termes judiciaires, d'équilibre en termes de justice, pour que la police fasse son travail normalement. Ouais. Je rajouterai, si vous permettez, Christophe, ce que j'ai écouté le discours du Premier ministre, et à aucun moment le Premier ministre n'a dit qu'il ne poserait, par exemple, cette question claire, simple à à la nouvelle inspection. Que s'est-il passé une fois que les jeunes ont sauté dans l'eau? Est-ce que la police a participé à les aider à sortir? Est-ce qu'on les a sortis? Est-ce qu'on les a laissés sortir chacun tout seul? Est-ce qu'on a appelé tout de suite les sapeurs-pompiers, ou je sais pas comment on appelle à Marseille, on les appelle les marins-pompiers. Les marins-pompiers, oui, pour sauter dans l'eau et regarder s'il y a quelque chose. Peut-être que c'est écrit dans le rapport, je sais pas, Faiza, toi qui as lu le rapport. Donc cette question pour moi m'interroge. Si la police a fait un minimum de gestes pour aider les jeunes dans l'eau à sortir, c'est l'État qui a fonctionné. Et si par contre les policiers sont partis en faisant semblant de ne pas avoir vu, même s'ils n'ont pas vraiment vu, là c'est beaucoup plus grave. Et là, la notion, je dirais pas de crime d'État, mais d'affaire d'État, c'est un grand A et un grand E. Faiza? En fait, il faut préciser un certain nombre d'éléments qui figurent dans ce rapport de l'IGPN et en amont mettre des éléments de contexte. Il y a 14 personnes qui sont tombées dans la Loire et qui ont été secourues. Alors, il y en a 7 qui sont remontées par elles-mêmes. Il y en a 4 qui ont été secourues par des services de secours, donc les pompiers, et 3 qui ont été aidés vraisemblablement par des policiers avec des torches. Du coup, si vous voulez, dans le rapport de l'IGPN, il est fait mention du fait que des policiers ont aidé certaines personnes qui ont chuté dans la Loire à remonter, et donc on dit, finalement, les policiers ont aidé ceux qui sont tombés. S'ils n'ont pas aidé Steve, c'est que peut-être ils l'ont pas aidé. Et finalement, ce rapport de l'IGPN, il donne pas de réponse. Il pose des questions, mais il donne aucune réponse. Philippe. Oui. Bouriaki, est-ce qu'il y a pour toi l'heure de la démission est-elle arrivée pour Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur? Sur cette affaire-là en question, moi je ne comprendrais pas qu'il démissionne parce que il n'était pas sur les lieux et c'est pas lui qui a donné l'ordre direct d'intervenir. Donc ça serait plutôt excuse-moi, c'est quand même le responsable des policiers de France, c'est quand même lui, hein. Et accessoirement, il a décoré. Bouriaki, vas-y. Non mais soit, non mais attends, c'est pas parce qu'il a décoré des gens. Il y a des ordonnances pour les décorations. C'est pas lui qui les décide, c'est l'administration. C'est sa responsabilité. Mais c'est pas sa responsabilité.
responsabilité. Le type. Est-ce qu'on peut dire que Philippe risque d'être le prochain ministre de l'Intérieur et il commence déjà à baliser le chemin? Non, arrêtez, si à chaque fois. Mais non, c'est pas. Philippe, vas-y. Ouais. Alors, je tiens à dire qu'il n'était pas sur le terrain, qu'il n'a pas donné l'ordre direct de charger. Il appartient aux forces de l'ordre et aux responsables d'unité et d'intervention à ce moment-là de définir si le périmètre de sécurité est concevable ou pas pour une intervention. Ouais. Moi, ce qui me choque, c'est les propos du ministre du Premier ministre, qui a essayé au maximum de jeter l'opprobre sur les gens qui étaient sur place, de commencer à nous attendrir en disant qu'ils ont été pris à partie, etc. Et donc, par conséquent, ils ont dû réagir. Les consignes sont bien claires. Dès qu'il y a danger ou mise en danger de la vie d'autrui, d'un contrevenant, vous ne devez pas le pousser au retranchement maximum qui peut engendrer un litige pour lui ou pour un tiers. Je m'explique. Il y a une course-poursuite en voiture. Si la course-poursuite risque de dégénérer en carambolage et qu'il y ait des décès, ils sont obligés de lever le pied et d'arrêter la course-poursuite. Et là, c'est la même chose. Vous êtes sur les bords d'un canal à Nantes. Forcément, lorsque vous jetez des gaz lacrymogènes, ça irrite les yeux et puis surtout, ça empêche de voir puisqu'il y a un brouillard tellement important que vous ne voyez pas à plus de 50 cm de vous. Et donc, c'est la responsabilité de ceux qui ont intervenu, qui n'ont pas eu de discernement, qu'il faut mettre en cause. Ils n'ont pas su anticiper les choses et peut-être qu'il y a eu un problème de placement aussi. Ils auraient pu se mettre dos au fleuve, les policiers, pour justement que les gens... Ils ne peuvent pas non plus, eux, se mettre en danger. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un épais nuage irritant qui fait que quelqu'un peut vous foncer dessus pour essayer d'éviter le nuage. Ouais. Et vous vous retrouvez à l'eau et avec le pactage de... Enfin, c'est leur boulot, pardonnez-moi, mais c'est leur boulot quand même. C'est des professionnels. Non, mais c'est pas leur boulot de se retrouver à l'eau. Ah non, mais c'est leur boulot d'anticiper, Philippe. Pardon. Évidemment, ils sont formés pour ça. C'est la question de la formation qu'il faut réellement remettre en cause et on l'a vu pendant toute la période des Gilets jaunes. Ouais. Alors, faut peut-être juste aussi, pour répondre à la question de Tarek, il y a une vidéo qui a sorti Libération sur Dailymotion au début du mois, où on voit l'intervention, donc c'était filmé par des témoins, on voit l'intervention de la police, où il y a des gens qui leur disent attention, il y a la Loire derrière, et après il y a des personnes qui sont là, qui les interpellent et leur disent il y a des jeunes qui sont tombés à l'eau, et on les voit pendant plusieurs minutes sans réaction. Donc c'était la question de savoir, à partir du moment où ils sont au courant du fait qu'il y a des personnes qui sont tombées à l'eau, il n'y a pas d'intervention, il y a eu une intervention un peu plus tard, mais au début il n'y en avait pas, ça continuait à gazer, ça continuait à lancer des grenades. Alors juste qu'on va peut-être comprendre dans cette affaire, c'est que finalement on est tous d'accord autour de cette table que Castaner ne démissionnera pas, mais qui va prendre évidemment comme d'habitude c'est le préfet. Parce que d'après ce qu'on écoute dans le Premier ministre, je sais pas si Faiza tu peux appuyer mes propos, mais dans ce que dit le Premier ministre, il est en train de dégager la responsabilité sur le préfet et sur la mairie, sur l'organisation, en disant il n'y a pas eu de barriérage, il n'y a pas eu de sécurité, et pourtant je rappelle que cette fête de la musique se déroule effectivement sur un endroit qui est pas forcément très sécurisé. C'était pas la première, c'était déjà arrivé en 2017. Il y a eu un éparpillement de gens, enfin des policiers qui sont arrivés pour tenter de faire partir les gens, ça s'est plutôt bien passé. Là, en 2019, aux ordres du même commissaire, ça s'est très mal passé. Alors, est-ce que finalement on est en train de fuir les responsabilités du premier flic de France, finalement, au préfet? C'est lui qui a tendance à prendre le plus souvent, Faiza, non? Ah oui, clairement, mais c'est ce vers quoi on se dirige, je le disais tout à l'heure. Édouard Philippe, il explique clairement que ce sont les conditions d'organisation et les conditions de déroulement, je dirais, de la soirée qui sont vraisemblablement mises en cause. À aucun moment, il met en cause la doctrine de maintien de l'ordre, à aucun moment il met en cause le nombre de policiers, les méthodes qu'ils ont employées. Il justifie même qu'il y a eu des jets de pierre qui ont provoqué l'utilisation de gaz lacrymogène. Il justifie tout ça et à la fin il explique tout simplement que il faut savoir pourquoi le sound system était disposé si près de la Loire, sans poser la question de pourquoi les policiers chargent si près de la Loire en fait finalement. Et c'est vraisemblablement la mairie, la préfecture, les organisateurs, les personnes qui ont déclaré l'événement en préfecture qui vont morfler là sur ce coup-là clairement. Pour sauver le soldat Castaner, il va falloir salir d'autres personnes, il va falloir que d'autres personnes aient le dos large. Oui, Tarek. Je souhaite quand même rappeler
que ce qui se passe aujourd'hui avec M. Castaner est une tradition française. Je mettrais bien le mot tradition entre guillemets. C'est juste pour rappeler les faits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à Paris avec les Algériens dans la manifestation du 17 octobre 1961? Des gens ont été jetés. Ils se sont pas jetés dans la Seine, ont été jetés, n'ont pas été secourus. Ouais. Fermez le banc, on passe à la suivante. C'était là, c'était clairement un ordre qui était donné. Je sais pas si c'était un ordre, mais la tradition en passe. Quelques semaines après, on va voir l'étouffement des métros Charonne. C'est la même chose, avec une petite précision qu'en octobre, c'était des Algériens, rien que des Algériens. Qu'à Charonne, il y avait à la fois des Algériens et des Français dits de souche, j'aime pas le mot, mais c'est comme ça. Je ressaute beaucoup plus loin. Et je vais à la mort de Malik Oussekine. 86. Et pour Malik Oussekine, qui va sauter? C'est pas le ministre de l'Intérieur, monsieur Pasqua. C'est pas monsieur numéro 2 de la police qui a fait poursuivre une brigade spéciale, un peu l'équivalent donc de brigade de nuit, mais c'était la brigade du jour, les voltigeurs. Mais c'est le ministre de l'Éducation qui lui porte un projet d'évacuer, oui, qui saute. Donc vous voyez bien que la tradition française veut que le ministre, je sais pas comment on dit en français, mais en langue arabe il y a un mot extraordinaire. En arabe on dirait ma'soum. En français on traduirait ça presque par immunité divine. Le ministre de l'Intérieur en France a une espèce d'immunité divine qui fait quel que soit ce qui se passe sur le terrain. Lui, il ne démissionne pas. On va faire démissionner tous ceux qui l'entourent, mais jamais le ministre de l'Intérieur, qui en France est quand même Clémenceau et qui reste dans cette tradition. On ne touche pas Clémenceau. Alors, je vais commencer par la fin, par rapport à Clémenceau. C'était lui qui disait qu'il était le premier flic de France. Donc voilà, la boucle est bouclée. Oui. Mais moi, j'ai envie de vous faire mentir. Et vous savez, si l'affaire enfle, à un moment, il sera forcé et contraint de démissionner parce que le Premier ministre et le Président de la République se délesteront d'un poids de quelqu'un d'encombrant. Et ça, c'est une chose qui arrivera. Écoutez, on s'accorde l'été. On s'accorde l'été et vous verrez que j'avais pas à tort. Mais je vous le dis. On fait le pari? Ouais, non, mais je suis prêt à faire le pari. Je gagne souvent. Oh là, il y a de la vantardise dans l'air là. Un peu de calme, monsieur Itache. En tout cas, ça serait une première hors tradition. Eh ben, vous verrez. Eh ben, moi, j'y crois pas une seconde. Bon, alors attends, justement. Juste un élément, le dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le défenseur des droits, Jacques Toubon, s'est autosaisi. Oui. Il n'a pas attendu justement des plaintes. Il s'est autosaisi de l'affaire. Donc, imaginez bien, ça ira très loin. Alors, d'histoire, Jacques Toubon était ministre de la Culture sous Chirac, donc RPR, type bien de droite. S'il peut justement déstabiliser et gêner la Macronie, il le fera. Oui. Il l'a déjà fait avec son rapport sur les Gilets jaunes, mais ça n'a rien donné. Gamal, il y a un contexte qu'il ne faut pas perdre de vue. D'abord, ça fait des mois que les policiers sont mis à rude épreuve. Il faut tout de même tenir compte de ça, c'est assez violent. Il y a une violence qui se fait de part et d'autre. Évidemment, la police ne se gêne pas pour se venger, parce que c'est souvent de la vengeance. J'ai pu le constater lors de la finale avec l'Algérie, où on voyait vraiment que les policiers étaient vraiment là, très énervés pour pas dire plus. Il y en a une carte blanche. Et il y en a qui étaient très calmes, il n'y a pas de problème, mais on voit les petits jeunes étaient vraiment tendus. Ensuite, il faut jamais perdre de vue, c'est quand même extraordinaire quand même, parce que les gens ne remontent pas à la source. C'était une fête de la musique, c'est quelque chose qui est autorisé. On n'est pas dans de la voyoucratie. Oui. Et les policiers. Il est 4h du matin quand même, Gamal. Oui, mais ça change rien, c'est la fête de la musique. Voilà. Je veux dire, au nom de quoi la célébration de l'arrivée de l'été devient un acte de violence vis-à-vis des jeunes qui sont sur les quais de la Loire. Et c'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un problème. Si aujourd'hui on tape sur des jeunes qui font la fiesta, alors qu'ils revendiquent rien, juste s'amuser, c'est même pas le propos, c'est la fête de la musique, c'est un fait, c'est une tradition qui dure depuis 30 ans. Donc moi j'ai du mal à comprendre comment des policiers ont pu en arriver là. Et concernant un type qui tombe dans l'eau, ça me fait bien rigoler. Je veux dire, j'en ai vu des dizaines de types qui tombent à l'eau. S'il ne sait pas nager, on se rend compte qu'il y a un problème. Je veux dire, faut vraiment tout faire pour ne pas le voir. Et pour finir sur monsieur Itache, là je prends le pari. Ouais. Je ne crois pas une seconde qu'un ministre de l'Intérieur puisse démissionner pour deux raisons. La première, c'est une raison idéologique. D'abord, la première raison, c'est que ça n'est jamais arrivé. On commence par le début. Tradition. Il n'y a pas de postulat de base. Et la seconde, c'est une raison idéologique, à savoir, si le ministre de l'Intérieur démissionne, ça signifie que le bras armé de l'État
celui qui est le gardien de la police pour le coup, le monopole légitime de la violence, légitime, voilà, devient responsable, donc fautif. Or l'État n'est jamais fautif. Ouais. Et vous me montrerez une seule fois un policier sur une violence faite à des manifestants ou à une opposition quelconque, hein, qui n'ait jamais été condamné. La seule fois où c'est arrivé, on peut rendre hommage à Amal Bentounsi, n'oublions jamais cette femme qui a fait un travail formidable pendant des années par rapport à la mort de son frère, qui a été assassiné tout de même, une balle dans le dos, je le rappelle. Donc c'est dans les règles de l'art. Il a eu quoi, le policier? Vous vous rendez compte, la condamnation ridicule de pure forme, du sursis de 6 mois et une mise à pied pour le muter ailleurs. Il est plus sur le terrain. Si ça c'est de la condamnation, moi ça me fait rigoler. C'est pour ça que je vous dis que l'État, la République française s'est fondée sur un principe simple, c'est celui de la répression policière quand on n'est pas d'accord avec elle. Et je vous rappelle que la première répression qui a eu lieu, qui était extrêmement violente et que tout le monde a oublié, c'est le massacre des Vendéens, pratiquement 200 000 Vendéens, parce qu'ils se sont opposés à la République, ils étaient royalistes. Ça c'était l'armée. C'est l'armée, oui, mais ça change rien. La tradition républicaine, le gendarme. Alors Gamal. Alors, moi je voudrais rejoindre pendant une minute l'optimisme de Itache, mais pour le détourner. C'est bien qu'aujourd'hui, en France et dans la grande presse, on commence à parler de la violence policière au quotidien, depuis l'avènement, j'allais dire, des Gilets jaunes, parce que jusque-là, cette violence était réservée à qui? Au quartier populaire. Au quartier populaire. Et là, cette grande presse démocratique d'aujourd'hui ne relevait pas les éléments. Donc, merci, Monsieur Castaner, quelque part, parce que vous mettez à nu une pratique d'au moins 50 ans, pour les quartiers de 62 à ce jour, et puis depuis la Révolution française, parce que pour une fois, on parle de ça, et j'espère que comme avec Amel et d'autres, et Adama d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un mort, toute la société française parle de cet acte policier qui est hors droit, et non pas uniquement pour les Blancs contre les Noirs ou contre les Arabes. Alors oui, pardon, pour rebondir sur ce que vient de dire Tarek, je voulais aussi mettre en avant le fait que il y a la France Insoumise hier qui, par le biais d'Éric Coquerel et Alexis Corbière, a demandé une enquête parlementaire sur cette affaire de Steve à Nantes. Alors moi je veux bien, mais il y a une chose qui me dérange, c'est que pourquoi on n'a pas demandé une enquête parlementaire l'année dernière, quand toujours dans cette même ville de Nantes, Aboubacar Fofana s'est fait tuer d'une balle dans la nuque en juillet. Et il était trop blanc. Voilà. Donc on n'a pas demandé. Alors oui, ça a un peu remué, mais on a eu à faire face à des mensonges pendant les premiers jours du policier en question, qui a été soutenu par sa hiérarchie, avant que des vidéos de témoins viennent démonter ces mensonges et prouver que Aboubacar Fofana, paix à son âme, mettait personne en danger à ce moment-là dans le véhicule, et qu'il a été abattu froidement. Il faut savoir que le policier en question est passé en conseil de discipline en mars dernier. On nous dit qu'il a été lourdement sanctionné dans ce conseil de discipline, il a été réintégré, mais il n'est plus sur la voie publique. Formidable. Donc voilà, quelle sanction. Donc pareil, pas d'enquête parlementaire demandée pour Zineb Redouane, ni pour l'affaire Adama, ni pour Aboubacar, je le répète. Donc Ali Ziri et les autres, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et ben on nous demande une enquête aujourd'hui pour Steve, c'est très bien, mais j'aurais aimé que la France insoumise la demande pour les autres victimes, et je vais pas non plus rappeler, je vais pas réinsister sur les propos qu'avait tenus Ruffin à l'époque lorsqu'il avait été interpellé par la famille Traoré sur la mort d'Adama, où il avait dit je préfère ne pas me positionner tant que je n'ai pas tant que je ne suis pas intimement convaincu sur cette affaire. Donc ça en dit long. Des enquêtes égales pour tous en fait. Oui, alors justement, je vais juste laisser la parole, et pour finir sur ce sujet, parce que vous avez cité plein de noms, il y a Faiza Ben Mohamed ici présente qui a elle perdu son oncle à la suite d'une bavure. Faiza, je te laisse le dernier mot là-dessus. Ouais, c'est un petit peu compliqué de s'exprimer sur ces sujets, parce qu'on a l'impression de toujours répéter la même chose. Ça fait 30 ans, 40 ans que la police française se livre à des exactions sur des citoyens issus principalement des minorités, hein, l'affaire Rémi Fraisse ou aujourd'hui l'affaire de Steve. C'est quand même quelque chose, pas d'anecdotique, mais c'est marginal qu'un blanc soit aujourd'hui victime de violences policières, et ça fait un tollé justement parce que c'est un blanc. Et Céline le rappelait à l'instant. On demande très rarement des enquêtes parlementaires, on nous demande même de nous satisfaire de peines de prison avec sursis, de petites mises à pied sur un coin de la table griffonnées, voilà, de reclassement administratif d'un policier, voilà, qu'il va bosser dans un bureau plutôt que d'être placé sur du maintien de l'ordre. On nous demande vraiment de nous contenter de miettes, et on se rend compte aujourd'hui, avec notamment l'ampleur qu'ont pris les violences policières sur les gilets jaunes,
on nous demande aujourd'hui de nous mobiliser. Alors moi, je suis assez sceptique sur cette espèce de convergence qu'on veut nous vendre entre les gilets jaunes, les quartiers. Voilà, on est tous victimes de violences policières, machin. Ouais, mais en fait, les mecs, vous étiez où depuis 40 ans, quoi? Merci, Faiza. Non. Juste après la pub, parce que j'ai la pub. Et dans un instant, vous découvrirez le deuxième avis tranché. Il a été fait par une personne qui ne vit pas ici en France, mais qui était de passage dans nos studios. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour cette dernière du Grand Forum avec une grosse partie de l'équipe qui est présentée ici dans un instant. À ne pas louper, dans quelques minutes, Audrey Pronostic qui nous a préparé une présentation de toutes les chroniqueuses et chroniqueurs à sa manière. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Même pour moi, je m'attends au pire. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir. Pour l'heure, on continue de remonter dans ce classement des meilleurs avis tranchés selon mon choix tout à fait personnel. En 4e position, c'était Nargis. En 3e position, c'était Mehdi Chebaiki. Et en 2e position, c'est quelqu'un que connaît bien Gamal. Elle est venue nous rendre visite à Paris. C'est celle qui est devenue celle qui nous informe depuis Alger, Amina Lakri, qui en avait gros sur la patate lorsqu'elle est venue dans nos studios. Elle avait tenu à écrire et à nous lire cet avis tranché qu'elle nous a fait donc livrer ici dans le Grand Forum, que je vous propose de réécouter. En 2e position, Amina Lakri. Corruption, détournement de fonds publics, transfert illicite d'argent, cocaïne par tonne, injustice sociale, népotisme, clientélisme, ce sont les mots qui ont gangréné l'Algérie contemporaine. Quand je parle de népotisme, je pense notamment à Air Algérie, Sonatrach et le NTV. Des entreprises publiques qui emploient des familles, des fratries entières sans tenir compte des compétences, où un Algérien lambda, si qualifié soit-il, n'a quasiment aucune chance. Quand je parle de chômage, mes pensées vont aux milliers de jeunes qui risquent leur vie dans des bateaux de fortune pour finir noyés dans les mers. Quand les enfants des dirigeants passent leur temps dans les airs en première vers les destinations les plus exotiques, dans les hôtels les plus somptueux, sur les îles les plus paradisiaques. Les exemples sont innombrables, mais une question se pose. Qu'est-ce qu'on aurait pu bien faire avec plus de 1000 milliards de dollars en 20 ans? Construire plusieurs Dubaï dans toute l'Algérie. Bâtir des hôpitaux et des infrastructures aux normes internationales, alors que des malades ne trouvent même pas de prise en charge et meurent dans des conditions misérables. La preuve, ces mêmes dirigeants se soignent à l'étranger. Avec 1000 milliards de dollars, on aurait pu créer de la richesse et en abondance. Avec 1000 milliards de dollars et 5000 heures de soleil par an, 1200 km de côte, plus belle que l'Apocabana au Brésil, comme l'a si bien dit Enrico Macias. Avec un sud des plus féeriques au monde, dont le sous-sol regorge de ressources naturelles, on aurait pu faire des énergies renouvelables, du tourisme, de l'agriculture, l'une des plus fortes économies au monde. Avec plus de 1000 milliards de dollars dilapidés en 20 ans, on aurait pu sortir haut les mains de la dépendance aux hydrocarbures, de bâtir une économie aussi forte que diversifiée. Or, avec la chute des prix du pétrole, on en est à la planche à billets et le spectre de la faillite n'est pas loin. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas regarder le verre à moitié vide. Ce tableau gris n'est que la partie visible de l'iceberg. Ok, vous avez volé l'argent du peuple, transgressé les lois de la République, violé la Constitution. Vous vous êtes trompé, vous avez mal géré, vous n'avez pas su. Mais en plus, au lieu de faire votre mea culpa et savoir quitter la table, vous continuez à piétiner la dignité de tout un peuple, instrumentaliser la guerre de Syrie, menacier du retour de la décennie noire dans un mépris total du peuple. Vous avez insulté son intelligence et surestimé sa patience avec un sentiment de condescendance. Ce discours porte bien un nom, c'est celui d'Ahmed Ouyahia, pour ne pas le nommer. Ouyahia, vous êtes devenu le symbole du yaourt et du kachir. J'ai honte de le dire ici, mais vous m'avez pas donné ma chance dans mon pays, car je ne suis pas la fille d'eux. Vous affamez le peuple pour modifier des lois comme bon vous semble, au profit de vos intérêts et ceux de vos familles. Vous qui avez insulté le peuple en osant dire « affame ton chien, il te suivra ». Dites-moi, qui c'est le chien maudit que les Algériens méprisent et vomissent? Vous avez osé dire
le peuple est très heureux de sa candidature, la candidature de Bouteflika bien sûr. Mais dans quelle dimension viviez-vous, monsieur? Les répliques des Algériens de 7 à 77 ans ont foisonné et vos mensonges ont éclaté au grand jour. Vous aviez dit les Algériens ne savent pas marcher pacifiquement. Oui, nous sommes des sauvages. C'est pour cela que notre belle révolution fait couler beaucoup d'encre dans la presse internationale et impressionne le monde entier de par son pacifisme. Au Yahya, ce sont plus de 20 millions d'Algériens qui manifestent depuis le 22 février. Aucune goutte de sang, que des scènes de pacifisme et de civisme. La violence, elle est dans vos discours. Quand vous menaciez le peuple en disant « L'histoire a démontré qu'on sait maîtriser la rue ». Au Yahya et tout le clan, vous le découvrez trop tard peut-être. Vous avez affaire à une jeunesse résistante, consciente, intelligente et qui prend son destin en main. Et non, ce n'est pas grâce à Bouteflika comme l'a dit Ramtala Mamra. Nous sommes un grand peuple qui se réveille après de longues années de peur et d'omerta. Parce que cette génération n'oubliera jamais toutes les injustices qu'elle a pu subir. Mais l'histoire, elle, retiendra tout le mal que vous avez fait à notre belle Algérie. Pour finir, vous aviez dit, en Syrie, ça a commencé par des fleurs et ça s'est terminé en sang. Moi, je vous dis, au nom de tout le peuple algérien, auquel je suis extrêmement fier d'appartenir. En Algérie, ça a commencé par des fleurs et ça finira par le départ de tous les symboles de votre système, votre soumission à toutes ces revendications, s'en suivront vos procès, le tout avec le sourire à l'ère de la révolution du sourire. Amina Lakri, et elle s'était pas trompée parce que effectivement tous ces jeunes gens, en l'occurrence jeunes gens, non pas jeunes gens d'ailleurs, ou Yahya, lui aussi a passé, il est du côté de Harash, donc elle s'était pas présentée. Elle a fait son temps. Elle a fait son temps. C'était un avis tranché qui avait été écrit lors de sa venue à Paris. C'était Audrey, si je ne m'abuse, fin mars. Début avril. Oui, c'est ça, fin mars. Voilà. Début avril. Et je l'ai retenu parce que on sentait évidemment toute l'émotion qu'elle mettait parce qu'elle vit là-bas, donc il était important aussi d'entendre ce que les gens de là-bas ont à nous dire, et Amina Lakri donc avait tenu à nous lire cet avis tranché. Du coup c'est en deuxième position parmi les 4 meilleurs avis tranchés. Donc dans l'ordre, 4e Nargis, 3e Mehdi Chebaïki, 2e Amina Lakri. Qui sera le ou la première? Vous avez une petite idée, j'imagine. Alors Gamal, tu voulais rajouter un truc, mon cher Gamal, par rapport au sujet de Steve, un cas personnel que tu souhaitais nous évoquer. Ah oui, par rapport à ça, oui, ce que dit Faiza Ben Mohamed est pour la plupart du temps juste, mais là, en l'occurrence, je pense qu'elle se trompe sur un point. Bon, son oncle, je connaissais l'histoire parce que je l'ai vécu quand j'étais petit, c'était avant sa naissance, mais surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette fameuse violence policière qu'on observe de la part de certains policiers est une violence muette quand c'est à l'endroit d'Européens. Et pourquoi? Parce que ce qui est extraordinaire, et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est que quand il y a une violence policière faite dans les quartiers populaires, malgré tout, il y a une réaction populaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une solidarité qui s'organise très rapidement, des manifestations, et tout de suite les gens se solidarisent pour démontrer qu'il y a effectivement un crime qui a été commis. Alors que lorsque c'est un Européen qui se fait tuer, et moi j'ai le cas de mon neveu, dont le beau-père a été, et je pèse mes mots, assassiné dans un commissariat. Et si je vous raconte l'histoire, elle est à dormir debout, c'est arrivé l'année dernière. D'accord? Mon neveu est parti finalement en Australie, il peut plus supporter ça. Donc son beau-père est un bon Français de souche, la trentaine. Et les policiers ils l'ont interpellé pour un problème d'excès de vitesse à moto. Le soir, il téléphone à sa compagne, tout se passe très bien. Il venait juste d'avoir la naissance de sa fille, donc tout se passait très bien, je crois sa fille, il me semble. Et le lendemain matin, il est retrouvé mort. Et les policiers ne veulent pas rendre le corps, ne veulent pas qu'on l'identifie. Finalement, la famille fait le forcing, ils voient le corps et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il est mort, étouffé, il se serait suicidé. Écoutez bien, vous allez rigoler, c'est énorme. En se mettant une chaussette dans la gorge. Maintenant, on peut se suicider en se mettant une chaussette dans la gorge. Il se trouve que malheureusement pour les policiers, eh bien, le corps a été aussi vu par les gendarmes qui ont identifié des traces de strangulation au niveau du cou et qui se sont rendus compte que c'est pas du tout une chaussette dans la gorge, mais bien quelqu'un qui a été
qui a été étranglé. Donc cette affaire malheureusement n'a pas pesé bien lourd parce que il se trouve que les Européens, enfin les Français de souche en l'occurrence, c'est plutôt rare lorsqu'ils se solidarisent quand il y a un problème comme ça. Ça arrive quand ils sont engagés politiquement. On l'a bien vu avec la femme qui a été de 73 ans qui a été heurtée, ou Rémi Fraisse. Ça c'est des gens qui ont un groupe politique autour. Mais quand c'est un Français lambda qui se fait tuer, eh bien on a tout fait pour en faire parler. J'ai demandé à ce que mon neveu fasse le forcing auprès de la famille et malheureusement, eh bien la famille s'est dégonflée. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit on passe par la justice, on passe par l'avocat. L'avocat a effectivement établi les faits. Ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Et depuis, plus rien. Mais en quoi ça contredit les propos de Faiza Ben Mohamed? Faiza, elle dit que quand c'est des Arabes, effectivement, et ça y est, à plein régime, elle a raison. C'est indiscutable. Mais qu'on entend parler de ça maintenant avec les Européens depuis l'histoire des Gilets jaunes. Mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués. On appelait ça à l'époque des bavures policières, la fameuse peur du gendarme. Et on en parlait. Ça faisait 2 lignes à la presse et on n'en parlait plus. Et depuis qu'ils le font sur les étrangers, parce qu'on est plus organisé pour le coup, et ça surprend, mais c'est une vérité. Eh bien, on le voit plus. Mais en vérité, ça ne s'est jamais arrêté au niveau des Européens. C'est-à-dire que les bavures policières à l'endroit d'Européens, ça arrive régulièrement, mais on le sait pas. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que nous, c'est entendu parce que ça manifeste. Eux, c'est pas entendu parce qu'ils le disent pas. Faiza? Je suis à moitié d'accord avec Gamal, mais je vais maintenir ma position, mais parce que je considère pas l'élan, la mobilisation comme étant issu des minorités ou pas des minorités. Tu l'as dit tout à l'heure, et là où je te rejoins entièrement, c'est sur la question du groupe politique organisé. Et évidemment, dans les quartiers populaires, on est toujours entouré de beaucoup d'associations qui vont se mobiliser. On a une capacité assez formidable à se mobiliser quand on a une galère commune et quand on se projette sur les drames des voisins, des cousins, des camarades d'école, des collègues de travail, tout ça. Et mais après, moi, ce que je dénonçais, c'est vraiment la réaction politique, la demande de l'enquête parlementaire, qu'on vienne pas me dire qu'il y a un Arabe ici, dans ce pays, qui est mort du fait de la police, ou en tout cas suite à des violences policières ou un crime policier, pour lequel le gouvernement ou Mélenchon ou je ne sais qui est parti s'agiter pour avoir une commission d'enquête parlementaire. C'est faux. Moi, pour mon oncle, on nous a demandé de nous contenter de la correctionnelle. Ensuite, ma famille a fait des pieds et des mains pour que le meurtrier soit jugé en cour d'assises. Ça aboutit sur un verdict de 10 mois de prison, dont 6 avec sursis. Donc qu'on nous dise pas qu'on juge un noir ou un arabe de la même manière qu'un blanc, ou que ça mobilise politiquement de la même manière, c'est faux. Peut-être qu'en masse, on est plus nombreux, on fait plus de bruit, mais politiquement, les groupes politiques ont pour habitude de se manifester uniquement quand il s'agit d'un blanc de souche. Céline? Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est-à-dire que quand c'est un noir ou un arabe qui est victime de ce qu'on va appeler une bavure policière, il y a toujours quelques jours d'attente dans laquelle il va falloir prouver. Alors, on a toujours ce même principe de criminalisation. On va ressortir le casier et les affaires, même si ça n'a rien à voir, de la victime. Et il faut toujours quelques temps, justement, pour que les politiques en question, une fois qu'ils aient pesé le pour et le contre, qu'ils s'assurent bien du fait que la victime n'avait pas un trop gros casier, ou en tout cas il n'y avait pas une grosse affaire derrière, pour qu'ils commencent à se mobiliser. Or là, on voit bien que dans l'affaire de Steve, il y a peut-être eu une petite criminalisation sur les réseaux sociaux, dans laquelle on disait peut-être qu'il était drogué, cela, mais la mobilisation, elle a été beaucoup plus rapide que ça dans le cadre politique, j'entends, que ce n'aurait été le cas si ça avait été un noir ou un arabe. Pour aller dans ce sens, je rajoute et pour finir, très court. Pour aller dans ce sens de Faiza, parce que je comprends effectivement, parce que ça l'a impacté personnellement. Pareil pour nous dans notre famille, on a eu de gros problèmes avec la police. Je dirais une chose qui est une réalité, et là je la rejoins totalement. Effectivement, je me suis embrouillé à l'époque avec les communistes pour les 50 ans du 17 octobre. Pourquoi? Parce qu'on a eu une belle projection de cinéma. Les communistes nous expliquaient qu'ils étaient super pro-Algérie indépendante, ce qui est du mytho. Ils n'ont pas été au départ, pas du tout. Et moi, j'en rentré dedans. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train de nous parler de quoi? Des massacres de la rue de Charonne, où il y a eu 8 ou 9 militants communistes qui avaient été tués effectivement par la police, européens je précise. Et pendant ce temps-là, il a fallu à peu près 40 ans. C'est vraiment un travail d'historien qui a été fait pour qu'on commence à reconnaître à demi-mot les massacres de 300 Algériens dans la Seine. C'est-à-dire que la police qui massacre 300 Algériens, ça comptait que dalle. Et Charonne, on en a parlé pendant 50 ans. Donc c'est dire qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'effectivement, la vie d'un Européen, ça rappelle l'Algérie, vaut 9 Algériens. Bon, le moment est arrivé. Je l'attends avec beaucoup d'impatience, je dois vous le dire, parce que lorsque Audrey la semaine dernière me dit pour la dernière, j'aimerais bien rendre hommage ou présenter à ma manière l'ensemble des chroniqueuses et chroniqueurs avec qui j'ai la chance de partager parfois le micro. Non, j'ai pas dit la chance.
Pourquoi tu me casses mon lancement de la sorte, Audrey? Audrey, je vous demande de vous arrêter. Aïe. Bon. Donc, me disais-je, voilà, avec ceux que j'ai niqué tout mon truc. Pardon pour le prononcer. Changer chance par occasion. Oui, voilà. L'occasion, donc, pour, Audrey, de rencontrer toutes les chroniqueuses et les chroniqueurs. Et elle me dit, j'ai envie de préparer quelque chose à ma manière, de pouvoir présenter à ma manière, selon mon ressenti. Je vais aller fouiller un petit peu, voir ce que je trouve sur tel ou un tel. Donc, le moment est très critique parce que, il est arrivé, celui de Madame Audrey Pronosti, qui va nous faire donc sa présentation à sa manière, comme le disais, donc des chroniqueurs et chroniqueuses de ce grand forum. Cette équipe que franchement je suis particulièrement fier, mais je vous laisse le mieux Audrey Pronosti nous les présenter. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Audrey Pronosti donc vous présente les intervenants, les chroniqueuses et chroniqueurs du grand forum. Audrey. Alors, j'ai entendu dire que c'était la fin de saison. Alors, qui dit fin de saison, dit petit hommage de l'équipe. Et oui, j'ai dressé le portrait de chacun, mais pour ça, refaisons les présentations. Alors, avec Philippe Bouriaki, Abdelsalem Itache, Nassim Leshlash, Anissa Meziti, Besma Maghrebi, sa sœur Wiyem, Mehdi Chebaiki, Sofiane Lagdari, Nasser Lajili, Nadir Kaya, Faiza Ben Mohamed, Farid Temsamani, Gemal Abina, Hicham Terak, Razik Metish, Sabrina Sebaï, Yasser Louati, Dionor Excellent, Emmanuel Michael, Karima Perroni, Céline Baudry, Maïssa Leroy, Sabrina Artiste et bien sûr Christophe avec Tarek Mami. Bien sûr, sans oublier l'homme sans qui l'émission n'existerait pas, sans qui l'ADN ne serait pas ancré en nous. C'est le chef de l'animation, le boss, le taulier, le patron, celui qui fait la pluie et le beau temps, celui qui nous met au pas, celui qui nous traumatise aussi. Non bon, attendez, faut pas abuser non plus. Je vous parle de Christophe Fro. Allez, trêve de plaisanterie. Alors, disais-je, bien difficile de savoir par où commencer, ou du moins par qui, parce que chaque chroniqueur a sa propre spécialité, vous vous doutez bien. Si je vous parle du premier de la classe, du champion du quiz, vous aurez bien évidemment reconnu notre Abdelsalem Itache favori. Bah oui, il y en a qu'un. Vous le verriez en entrant dans les studios, toujours petite chemise, petite mallette, petite lunette, très sérieux, concentré. C'est clair. Bon bah résultat, il nous met une bonne correction à chaque émission. On ne peut pas en dire autant, et ce n'est pas vraiment le cas de notre Fifi national, alias Ventilator, bien trop occupé à délivrer des ventilateurs dans les écoles, lui, avec une pointe d'insolence très dissipée, même je dirais, Monsieur Bouriaki peut mieux faire pour rentrer dans le rang. Vous ne passerez pas pour un gentil pour autant, même si vous êtes le justicier jardinier de l'équipe. Il faut dire que cette année a été remplie de succès, mais aussi de sujets bien graves, notamment sur les violences policières, mais surtout concernant l'Algérie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup ont brillé par leurs interventions. Entre Sofiane Lagdari, notre macro-sociologue invétéré, toujours avec l'info dont on a besoin, quand et où il faut. On a aussi notre révolutionnaire Gamal Abina, avec cette façon bien à lui de raconter l'histoire avec un grand H, de nous la faire respecter et de débattre avec sagesse. Non, en fait, Gamal Abina, il aime pas l'ignorance. Ah là là, en fait, on ne peut surtout pas oublier notre tweeteuse skilleuse Faiza Ben Mohamed, journaliste aussi sur le site de la radio. Elle dégaine plus vite que son ombre pour nous tenir au courant des dernières news. En vrai, elle est toujours connectée, elle ne fait jamais de pause. C'est notre Wonder Woman de l'info et celle de l'équipe. Et notre inspecteur Tahar, vous savez de qui je parle ? Bon, je parle de Nassim Leshlash, évidemment. Ah oui, c'est vrai, en plus, ça lui ressemble bien. J'ai pas dit qu'il lui ressemblait. C'est vrai, il cherche toujours à chercher la petite bête, à poser des questions qui dérangent, vous savez. Il fouille partout, et en plus, il trouve.
Bon, bah ça tombe bien. Alors, on était bien servi concernant l'analyse et l'évolution politique algérienne cette année. Les commentaires de tous les chroniqueurs ont pesé lourd dans la balance. Bien sûr, je ne peux pas exclure les autres, car si vous regardez bien, au moins 99% des chroniqueurs sont d'origine algérienne. Alors c'est dire, imaginez l'ambiance pendant la CAN. Voilà que ça commence. Ah là là, enfin bref, c'est pas si grave de faire preuve de sens critique. D'ailleurs, en parlant de cette douce France, eh bien, Mehdi Chebaki, lui, le lyonnais de la bande, a pour habitude de gérer ses interventions au début en toute quiétude, tranquillement, et à un moment donné, on le sent qui part d'un coup en mode turbo diesel, et puis alors, faut pas l'embêter, hein, non, vraiment pas, hein. Bah oui, forcément, c'est de la graine de gréviste, notre ami, c'est un cheminot, alors, bon, tant pis, je l'ai dit, mais bon, tout le monde le sait. Alors, par contre, tout le monde sait, évidemment, ses grandes qualités, c'est aussi le fait qu'il a un dictionnaire ambulant. Bah oui, parce que si t'es pas d'accord avec lui, il t'envoie une rafale, mais alors une rafale de mots et d'arguments qui te mettent à terre. Vous me direz, concernant Razik Métiche, c'est pas beaucoup mieux. Notre lanceur d'alerte en titre est infatigable. Il a eu la bonne idée de monter son site notebobigny.com pour nous montrer l'étendue des désastres dans les logements sociaux près de chez lui, et bien sûr ça ressemble à un petit peu beaucoup d'ailleurs. Alors imaginez dans quel état il peut arriver et comment il peut être quand il arrive en studio. Il est à fond, il est chaud, je vous le dis, et je vous parle même pas des fois où il parle sport avec son acolyte Hicham Terak. Et oui, Hicham, lui par contre, agit dans l'ombre, il est plutôt discret, il est toujours là où il faut, quand il faut. C'est un peu le Batman du LGF. Wow. Une qui est très efficace aussi dans son genre, c'est bien sûr notre maître Besma Maghrebi. Seulement, bah, elle est toujours en garde à vue. Oui, vous avez tout bien compris, bien entendu. Bon, elle défend les gentils et un peu les méchants aussi, mais bon, allez, faut pas trop le dire. Alors, Madame la classe, Princesse Sarah aussi, en personne, nous fait bénéficier de beaucoup de ses conseils pour le grand bien de vous tous, auditeurs, et puis nous aussi au passage, hein, tant qu'à faire. Ouais, quand on a un problème, on l'appelle. Exactement. Alors, si l'on reste dans le domaine de la classe, alors je dois dire qu'il faut parler de nos très belles plumes, deux de nos très belles plumes, celle de Nasser Lajili et celle d'Anissa Meziti. Il y a quelques jours, Anissa nous a fait l'honneur d'un texte sur l'état actuel de la France, juste un délice d'écriture, des jeux de mots superbes. Jeune maman, sa sensibilité est un super atout pour l'équipe. Et Nasser, c'est un militant à la plume poétique et réaliste, soutien infaillible du mouvement des Gilets jaunes depuis le début, sa fidélité est régulière depuis le premier jour. Si l'on reste du côté des indéfectibles combattants, parlons bien évidemment de Yasser Louati, notre Malcolm X à nous, celui qui va au charbon, même si c'est chaud bien sûr, toujours tiré à 4 épingles, il œuvre en silence pour finir par faire grand bruit. Bien sûr, comment ne pas évoquer Nadir Kaya, le grand frère, l'indigné des quartiers populaires, calme et serein, même s'il dénonce avec ferveur les injustices persistantes, il ne lâche rien. Sa méthode est plus light, keep cool, keep smile, et ça marche. Ensuite, dans le genre décalé et dans la famille Intello Gentleman, on a le père, alias Farid Temsamani, notre consultant d'intelligence économique. Il a l'art et la manière d'aller à contre-courant de ce que les gens pensent et surtout ceux de la team, mais ça fait du bien. Porteur de costumes haut en couleur, il aime contrarier et mettre les pieds dans le plat. Mais mettre les pieds dans le plat, c'est aussi tout un art. Ça va continuer, bah oui, avec quelques petits nouveaux qui viennent d'arriver, comme Dieu-Nord excellent, militant et acteur sur la ville de Villetaneuse, Karima Perroni, podcasteuse au féminin, Céline Baudry, bienvenue, journaliste elle aussi,
pardon. Bory. Céline Bory, oui, voilà. Pardon, autant pour moi. Sabrina Sebaï, notre écolo dans l'âme, et Emmanuel Michael, un centriste de plus parmi nous, pour ravir Abdel Salem et moi-même. Alors, ils viennent grossir nos rangs pendant que nos anciens comme William Maghrebi, Maïssa Leroy et Sabrina Artiste font une petite pause. Alors, les nouveaux, disais-je, surtout, ne suivez pas les anciens qui ont déjà les combines pour échapper aux directives de notre maître à penser, à notre guide spirituel, à notre gourou Christophe. Enfin, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. En fait, je parlais de Tarek Mami. Oh là là, je sens que ça va être ma dernière émission, je sais pas pourquoi. Non, parce qu'en vrai, Monsieur Mami fait partie de l'équipe. Ben oui, non content d'être le patron de la radio, il faut en plus qu'il vienne donner son avis sur l'actualité dans le LGF. Non mais vraiment, on aura tout vu. Non bon allez, je vais bien vous dire que c'est un homme qui frôle l'âge d'or, c'est-à-dire la quarantaine. Il connaît le tout Paris, toute la France, même sans parler du Maghreb, c'est sa deuxième maison. Il a une élégance, mais alors une élégance, un phrasé, une rhétorique, des analyses incomparables, il a tout pour lui. Non mais non, moi je veux pas de promotion, j'ai pas dit que je voulais de promotion. Ah ça y ressemblait. Non. Bon, allez, plus sérieusement, merci à vous Tarek pour être ce que vous êtes, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai oublié quelqu'un, mais alors, c'est qui? De qui est-ce que j'ai oublié? Ah! Christophe, notre Christophe international, notre coach, notre chef d'orchestre, notre fil rouge, notre animateur en chef, notre boss, celui qui nous donne la pêche et celui qui a créé cette famille. On s'apprécie plutôt pas mal, hein, et ça, c'est grâce à toi, ton talent, ton savoir-faire, ton humanisme, ton sens de la justice, acharné de boulot et militant, du bien-être, je pense et je peux dire au nom de tous les chroniqueurs et bien sûr des auditeurs, un grand merci, parce que finalement, si t'étais pas là, je crois que on serait bien embêtés. Merci beaucoup Audrey. Merci. Merci beaucoup Audrey. Bravo. Bon, j'espère que tout le monde en a pris pour son grade. Tout le monde va bien en fait finalement. Il a quand même manqué Audrey dans l'appel. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui, mais non, moi je compte pas puisque j'écrivais. Donc. Allez, dans un instant, on passe au dur là. On passe au dur. C'est le grand quiz du LGF. Itache va-t-il garder le titre de champion? Restez bien dans un instant avec nous et surtout vous découvrirez le meilleur arbitre tranché de la saison. Incontestablement, je pense que le vote est déjà fait. Vous découvrirez celui qui est celle qui sera primée dans un instant. France Maghreb 2, France Maghreb. Je sens que ça va être un gros bazar ce quiz dans un instant, mais avant le quiz, et pour finir et pour cette dernière de la saison, on va tous partir en vacances, ou plus ou moins d'ailleurs, pour revenir dès le 26 août prochain, Inch'Allah, pour la rentrée du LGF. Le temps de découvrir l'avis tranché, qui est pour moi le meilleur de la saison, incontestablement et de très loin même. Il a été fait il y a peu. C'était vendredi dernier, ici, sur France Maghreb 2, la race publique française par Anissa Mziti. Anissa. Attendez, j'ai la vingtaine, je découvre une démocratie sous quarantaine, des perspectives incertaines entre ce dealer de haine et ce trafiquant d'injustice et du vice versatile perché sur leur tour d'ivoirien. Au pays des aveugles, les bornes, Elisabeth bien sûr, son ministre. Mais bon, sans transition écologique. Le hic, je ne suis pas à l'aise, Majesté, à ce procès où tout le monde sait où se trouve la vérité, mais où le mensonge fait figure de probité. Quand des tueurs sortent vainqueurs, oui, ça éveille les heurts. Je lis des LBD à ma fille et ça crève les yeux. Des martyrs, la sonnette d'alarme et la justice tire son rêve errance d'un non-lieu. Désormais, les forces du désordre fichent les témoins à charge policière, sommés de décliner son identité quand tu marches pour la vérité. La résistance, ah, cette dangereuse entité. Des procureurs dedans nettoient ceux du président. Évitons les scandales d'État. Urgence de camoufler l'illégal et l'immoral. Mais moi, je ne suis qu'une cancre qui gouttelette sur une feuille. Ah, quelle ébène, pour moi, une basanée qui parle un peu trop bien le français, mais intégrée, pas comme les autres. Nous sommes la nation. Ne vaut pas pour nous, les immigrés, à nous. Non, ni ceux de deuxième et troisième génération. Ah, ce racisme décomplexé. On t'attaque, te matraque, t'insulte de macaque, jusqu'à ce que mort s'ensuive, jusqu'à ce que, quand des noirs désirent de paix, devront montrer patte blanche. La larme blanche a aussi tué une militante LGBT. La roulette ruse n'a rien d'hasardeuse. Ils veulent des musulmans discrets.
effacé à la craie, laïque, car la France a des racines de la fontaine judéo-chrétienne dans les veines, pas de place pour les musulmans, terreau de l'isme, de je ne sais où, ça Voltaire très haut, dis donc. Alors je suis honorée de Balzac, de faire vivre ma plume sur cette radio, ivre de mémoire posthume. Je vous demande de vous arrêter. La balade dure depuis trop longtemps. On veut nous faire croire que les revendications des Gilets jaunes sont vides d'essence, que les étrangers sont responsables de toute la misère, que les Algériens, eux, sont responsables de l'effet de serre, que les musulmans complotent au grand remplacement. Grand replacement des choses, s'il vous plaît. Il faut fustiger ceux qui, tirant le pouvoir absolument vers eux, opprimant arrivants et habitants, offrant à qui veut un bouquet misère à l'odeur pestilentielle. Je vous avoue que j'ai tapé instrumental slam pour mettre un peu de vie à ces mots sans âme. Ces âmes, ouvre-toi, œuvre-toi qui m'écoute pour plus de justice dans notre société, à en bouffer à satiété. Magnifique. Alors là, bravo. Anissa, présidente. Anissa, présidente. Ouais, sans problème. Anissa Bziti. Tarek. Vous vouliez rajouter quelque chose avant le... La dernière qui a parlé. Tarek Mami. Oui. Vous vouliez dire quelque chose avant? Non, mais je voulais le diffuser avant, parce qu'après, ça fait mauvais joueur. Ah, d'accord. Mais avant, c'était le dernier qui a parlé, a toujours raison. Ah, c'est vrai. Mais là, pour le coup, on aime bien qu'elle ait raison, pour le coup, là. Anissa Bziti, grande gagnante, elle a mis tout le monde d'accord, c'est arrivé en fin de saison. Il est arrivé tardivement, cet avis tranché, mais il est arrivé. Bon. Vous connaissez cette musique? C'est la musique de la Ligue des Champions. Eh oui. Alors, c'est parti pour le quiz. Retransmis en direct sur la page Christophe Le Grand Forum pour la dernière. Ici présent, Audrey Pronosti, Céline Bory, Faiza Ben Mohamed, qui va googlise plus vite que son nom. Hein, faites gaffe. Oui. Tarek Mami, Abdestamitash, Gamal Abina. Et j'en ai oublié. Non. Philippe Boyaki. Non mais attendez, excusez-moi, j'ai plus d'yeux assez pour voir ce qui se passe dans ce studio. Bon, alors c'est parti, c'est le dernier quiz, messieurs dames. Abdestamitash est incontestablement le grand champion du quiz de cette saison. On va voir s'il va le rester. Il y a une belle coupe. Est-ce qu'on peut la montrer, la belle coupe? Ouais. Voilà. Voilà, montrez-moi la belle coupe. Elle est là. Elle est grosse, hein. En tout cas, elle pèse lourde. Ouais. Voilà. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Alors, on va y aller. Hop, je la pose parce que je veux pas la casser quand même. Première question. Toutes mes questions ont un rapport, vous le savez, avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 31 juillet. Jour de vacances pour nous. On est en 1914. Assassinat de Jaurès. C'était pas la question. Bah c'est bien, voilà. Assassinat de Jaurès. C'était la réponse. Où a-t-il été assassiné? Paris. Yeah. Non, la rue exacte, Non. C'est Abdestamitash. Abdestamitash, premier point. Ne soyez pas mauvais joueur. 1954. L'autonomie interne. Waouh! Est accordée par la France. La question n'a pas été posée. Ah non, mais alors, monsieur l'arbitre, non. C'est un ballon rouge. Il n'y a pas de ballon rouge. On lui dit la question n'est pas posée. Voilà. C'est un faux départ en fait. C'est comme un faux départ. La question retirée. 1954, l'autonomie interne est accordée par la France à quel pays? Merci. Question retirée. La Tunisie. Mais non, pourquoi question retirée? C'est une question de rapidité. Il va falloir ouvrir la coupe. Non, il faut voir la coupe. Vous pouvez dire Tunisie. Non, mais vous êtes bien placé pour dire. Donc, vous l'employez dans toutes les phrases que vous faites. 2-0 pour Abdestamitash. Taisez-vous, s'il vous plaît. Allez, on est en 2006. En 2006, à Cuba. Fidel Castro est gravement malade, vous le savez. Maradona. Non, pas. Arrêtez. On va faire À qui Castro a délégué le son frère. C'est Tarek. Non, c'est Tarek. Ouais. C'est Tarek, pardonnez-moi, je veille au grain. Et c'est pas la Tunisie. Non, c'est pas la Tunisie. C'est Abdestam qui l'a eu. Votre frère algérien. Eh mais ça va finir en émeute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Oui, ça va finir en émeute, Faiza. Oui, j'ai l'impression. Mais elle a raison. 2-1. Alors. En fait, c'est un pour Bois-Philippe. Comment ça, Philippe? Il a rien marqué? Ah ben si, il a répondu. T'as dit c'est pas la question. Il a dit Jaurès. Ah ben non, c'était pas la question. Attendez. Monsieur Mami, ne soyez pas mauvais joueur. La question était assassinat en 1914 de Jaurès. Où a-t-il été assassiné? Et c'était donc à Paris. C'était chez lui à la maison, sinon dans un café. Oui, taisez-vous, s'il vous plaît. Question, attention, 2-1 pour Abdestamitash. Je cherche maintenant un écrivain qui a également été aviateur français. Saint-Exupéry.
C'est Tarek. Non, tu devrais instaurer une règle tant que tu n'as pas posé la question. Non, mais j'arrive à... Bon, Tarek Mami l'a eu. Je suis désolé, c'est Tarek. Aviateur. Saint-Exupéry. 2-2. Attention. Là, il chauffe parce que... Monsieur Adestamitache, attention. Je me laisse répondre en premier. Je cherche à présent une chanteuse, mais également actrice française, morte le 31 juillet 2017. Comme indice, les liaisons dangereuses ou encore les valseuses. De qui s'agit-il? Non, pas Jeanne d'Arc. Non. Jeanne Moreau, Faiza, bravo. Bravo Faiza. Moi je l'entends. Non, Christophe, non, il fallait dire Nikita. Comment ça, Nikita? L'actrice qui a joué dans Nikita. C'est Jeanne Moreau. Oui. Nikita, déjà. Oui. C'est elle, c'est la coiffeuse de la petite Nikita. Voilà. Oui. Attention, 2-2-1. On est d'accord, hein? La coupe, il va falloir la couper en 3 morceaux, là. Je cherche à présent un acteur français, né le 31 juillet 1914. Jean Rochefort. Non. Si je donne des indices, ça va être trop simple. Alain Non. 14, non, il est facile. Non, mais c'est ridicule parce que tant qu'il a. Comment ça, c'est ridicule? ta question, j'ai terminé ma question. Je cherche un acteur né en 1914. Le gendarme de Saint-Tropez. Oui, de Funès. Non, c'est Céline. C'est Céline qui l'a eu. C'est Céline. Il est mort en 83. En fait, il y a combien de questions en fait? Et la dernière question. Attendez, s'il vous plaît. La dernière question va opposer seulement Tarek Mami à Adestamitache parce qu'il y a égalité. Non. C'est pas mauvais joueur. Allez, je cherche. Attention, la dernière question de la saison. Vous m'aidez tous. Je cherche un auteur, interprète, mais également slammer. Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Yes, il a eu. Il est le grand champion du quiz Adestamitache. Je veux mon générique. Attends, Peut-on lui remettre la coupe officiellement à Itache? Christophe. Oui. Question. Oui. Qui est Grand Corps Malade? C'est Itache. C'est un grand corps malade, Itache. Non, c'est Petit Corps en bonne santé. Je connaissais pas. C'est un Français. C'est un slammer qui est né donc le 31 juillet 1977. Quand on pose des questions pour les gens qu'on connaît pas, Grand Corps Malade ou Grand quoi? Grand Corps Malade, vous connaissez? Attendez, arrêtez. Vous connaissez pas Grand Corps Malade? Fabien. Non, Fabien de son prénom. Il est né à Blanc-Ménil. Il est né à Blanc-Ménil, exactement. Bon, alors, on est très en retard. Qu'on lui remette la coupe. Alors, merci Christophe. À ce propos, je voudrais que la coupe, tu la gardes pour cet été. D'accord. Et on la remet en jeu en septembre. Très bien. Quel grand joueur. Un grand monsieur. Alors là, donc du coup, je la mérité. Président. Vous seriez bien dans la merde. Non, mais je crois qu'on a quitté la République parce que Philippe nous a nommé 2 présidentes plus un président. Alors je me demande si c'est pas une monarchie, quoi. Bon. Alors, une chose importante. Oui. Abdel Salam en arabe, ça signifie le serviteur de la paix. Exactement. Bon, en tout cas, je voulais terminer cette saison en remerciant toutes et tous d'avoir participé du petit rôle au plus grand rôle. Je crois qu'on va faire en sorte que cette émission puisse avoir lieu au quotidien de 16h à 18h tous les jours et que surtout que chacune et chacun ait apporté son avis, son apport, et il a été essentiel, intéressant. Chaque auditrice et auditeur ont pu apprécier à sa juste valeur les remarques, les analyses de chacun d'entre vous, avec chacun son caractère, mais c'est ce qui fait finalement le LGF, et c'est ce qui ressemble étrangement à ce qu'on appelle la vie. On est tous ensemble, différents certes, mais on est là pour une seule chose, essayer d'apporter une autre information, un autre éclairage. Telle va être notre mission au cours de cette saison prochaine, Inch'Allah, mais tout cela ne se fera jamais sans l'aval et la liberté que nous accorde, et je peux le dire vraiment avec toute sincérité et honnêteté, même s'il est là, à Monsieur Mami et Monsieur Benabla, qui ne m'ont jamais demandé de ne pas parler de tel ou tel sujet. Ici, je peux le dire, je suis un homme libre et fier de l'être. Merci à tous, en tout cas, de votre fidélité. Merci Christophe. Allez pas trop vite parce qu'on risque de recevoir tout à l'heure un SMS. Quelle heure il est au fait?
Et il est très tard. On est très en retard, mais c'est la dernière. Bon, donc le SMS expliquera qu'on termine à 18h. Oui. Pas à 18h07. Oui. C'était ça votre remarque, Tariq, pour clôturer la raison. Voilà. Bravo. Bon. Merci à tous. En tout cas, Faiza, bonnes vacances à la rentrée. Merci à tous, bonnes vacances à vous tous. Bonnes vacances. Merci. À tous les auditeurs, bonnes vacances. Qui a envie de nous dire où il part en vacances, vite fait, rapidos là? Moi je pars pas. Voilà. Ok, Philippe Boyer qui part pas. Céline, tu repars? Ouais, en Espagne et à Perpignan. Très bien. Audrey, tu pars? Non, moi j'ai fait que ça. Tariq Pami, on va pas lui demander où il part, on sait très bien. Je vais à la plus belle île du monde, Djerba. Voilà. En Corse. Monsieur Gamal Abina, il part? Je pars à la rentrée au Maroc, Tanger. Très bien. Itache, il part? Non, je reste. Bon. Et Faiza, part? Ben moi j'habite en vacances, tu sais, je suis niçoise. Génial. C'est magique. C'est vrai. Et moi je pars en Espagne. Voilà, bonnes vacances à tous, profitez-en bien, revenez-nous en pleine forme pour une nouvelle saison. Et pardon, et oui effectivement, là j'ai fait très fort, il est 18h08. Mais bon, que voulez-vous, c'était la dernière. Bonnes vacances, revenez-nous en pleine forme. Et pour une nouvelle saison remplie et riche d'actualité la saison prochaine, croyez-moi. 18h08, le rappel de l'actualité. Salut à tous, bonne soirée, à très bientôt. Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur n'est pas fragilisé. J'ai pleinement confiance en lui. Déclaration d'Édouard Philippe, déclaration de soutien aujourd'hui à Christophe Castaner, actuellement sous pression, fortement critiqué par l'opposition après la disparition du jeune Steve Canisso en marge de la fête de la musique à Nantes. Dans un contexte d'intervention controversée des forces de l'ordre, le patron de la place Beauvau, dans un entretien au journal Ouest France, promet qu'en cas de faute, il y aura des sanctions, en rappelant que l'IGA, l'inspection générale de l'administration, va mener une enquête en vue de compléter celle de la police des polices, vivement contestée à gauche. Pour le président PS du conseil départemental de la Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, la synthèse du rapport de l'IGPN n'apporte aucune réponse permettant de lever les doutes sur les circonstances du drame. Et en présentant face à ces doutes la transparence comme un devoir, il appelle tous les parlementaires de son département à demander une commission d'enquête. Encore des flammes à Générac, près de Nîmes, dans le Gard. Cet après-midi, quelques 350 pompiers restent mobilisés face à des reprises de feu. Des Canadair continuent à être mobilisés. L'incendie a détruit près de 500 hectares. Beaucoup plus grave en Russie. De gigantesques feux de forêt ravagent la Sibérie depuis plusieurs semaines. Et là, ce sont des millions d'hectares qui sont partis en fumée. Le président Vladimir Poutine vient d'ordonner à l'armée de prendre part au combat contre les flammes. Selon un communiqué diffusé sur le site internet du Kremlin, 10 avions et 10 hélicoptères bombardiers d'eau doivent être déployés dans le territoire de Krasnoyarsk, l'une des régions les plus touchées où près de 800 pompiers sont actuellement mobilisés. Le prochain Scorsese, ce sera sur Netflix. Le géant américain de la vidéo en ligne vient de publier sur internet la bande-annonce de son nouveau long métrage The Irishman, refusé par plusieurs studios en raison de son coût estimé à 140 millions de dollars. Nouveau film de gangster après Les Affranchis, Casino, Les Infiltrés avec Al Pacino, dirigé pour la première fois par Martin Scorsese et son acteur fétiche Robert De Niro, lequel dans la bande-annonce apparaît rajeuni de plus de 30 ans grâce au procédé appelé The Aging, développé par Industrial Light and Magic, société créée par George Lucas. C'est la fin de ce flash, je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb